Simé, tu vas dire quelque chose? C'est vous. Je permets juste de vous présenter quand même brièvement. Bonjour à tous. D'abord, merci d'être venus nombreux. Merci surtout à nos orateurs, oratrices et répondants d'être venus pour cette troisième séance qui est consacrée à notre nouveau thème sur la distinction entre droit public, droit privé, droit étant mis entre parenthèses pour ouvrir évidemment l'approche à la distinction entre public et privé. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Violaine Lemay, qui est professeure à la faculté de droit de l'Université de Montréal, chercheure au centre de recherche en droit public et directrice du programme interdisciplinaire de PhD en sciences humaines appliquées, qui passe au terme d'un long périple qui l'a emmené à travers l'Afrique, la Turquie, qui est passé par la France et qui nous arrive ici. Une année qu'on appellerait une année sabbatique, mais qui est une année où laquelle n'a manifestement pas chômé. On en a un petit peu discuté pendant la pause déjeuner. Donc les recherches de Violaine Lemay portent sur les liens entre le droit et les autres disciplines. Elle a donc beaucoup de publications consacrées à l'interdisciplinarité. Et il va de soi que c'est une dimension qui nous tient fort à cœur ici à Saint-Louis, et principalement dans l'interface droit et société et droit et pédagogie. Elle a fondé 2 revues à vocation pédagogique. Wow. Elle est aussi lauréate du prix d'excellence en enseignement en 2008, si mes informations sont correctes. Vous avez des bons espions. Voilà, exactement. Alors, outre ces nombreuses publications sur l'interdisciplinarité, je vais quand même pointer 2 qui sont très pertinentes pour notre intervention d'aujourd'hui. Un ouvrage à paraître sur l'actualité interdisciplinaire de Gramsci, mais aussi un numéro spécial de la Revue québécoise de droit international 2015, consacré à l'hégémonie dans la société internationale, un regard néo-gramscien, et donc certainement une experte de cet auteur. Donc elle va nous parler de la Summa Divisio chez Antonio Gramsci et Günther Teubner, et ensuite Jean Deminck lui donnera la réplique. Il est professeur ordinaire à la faculté d'Espo de l'UCL, philosophe et sociologue, bien connu de la plupart d'entre nous, puisque c'est un grand spécialiste de la sociologie du droit. Il travaille aussi sur l'approche par les capacités, qui est aussi une thématique qui nous a intéressés dans le cadre du thème droit en transition. Ces ouvrages, dois-je les mentionner, on les connaît tous, en tout cas un certain nombre d'entre eux. On parlait notamment de l'ouvrage célébrissime L'imitation du rapport à la norme, au point que, nous disait Madame Lemay, à Montréal, quand on s'intéresse un peu autre chose que le droit purement positif, on est obligé de lire François Host, Michel Van de Kerkhove et Jean Deminck. Ce sont les grands classiques de l'autre côté de l'océan. Donc voilà, évidemment, il sera parfaitement à même de me donner un point de vue, une réplique intéressante sur la question notamment de Teubner, que je pense qu'il connaît bien. Et donc, sans plus attendre, je vous cède la parole. Madame Lemay, je vous remercie encore d'être venue parmi nous. Merci beaucoup. Alors, merci pour cette présentation qui m'étonne. Il y a quelque chose que vous n'avez pas dit, c'est que je suis une chercheure engagée, je suis une sociologue du droit aussi, j'ai fait ma thèse avec Guy Rocher. Et avant de commencer, j'aimerais vous dire que j'ai une assistante bien particulière, je ne veux pas que vous soyez étonnés, parce que j'ai des soucis de santé particuliers et elle a été formée en Californie pour prévenir ces soucis de santé-là. Alors, si jamais elle se manifeste, soyez informés, oui, ou encore inquiets. Voilà. Alors, à partir de là, pourquoi je me suis intéressée à Günther Teubner et à Antonio Gramsci? Au départ, parce que moi, j'ai commencé ma carrière en sciences de l'éducation. Et je m'intéressais à l'autorité professionnelle et à l'intervention professionnelle. Et je me souviens que j'avais lu un auteur spécialisé en praxéologie professionnelle, Claude Nélis, de l'Université de Sherbrooke, qui était d'origine belge d'ailleurs. Et il avait fini par dire, si à la fin du XXe siècle, on s'intéresse tant à cette intervention, à ce mot qui n'existait pas avant, c'est qu'il y a une portion de non-dit dans ça et d'impensé. Et cette portion-là, c'est un pouvoir qu'on n'est pas capable de théoriser. Ça m'a obsédée, ça m'a obsédée, ça m'a obsédée. Ce qui fait que quand je suis devenue par la suite avocate et quand j'ai fait une thèse de doctorat en droit, je me suis intéressée à l'autorité professionnelle hybride par rapport à la division droit public, droit privé, c'est-à-dire celle qui possède des dimensions que des parties privées n'auraient pas le pouvoir de créer. Et à partir de là, c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à Günther Teubner et Antonio Gramsci, parce qu'ils avaient aussi, pour des raisons différentes, choisi de s'intéresser à ces phénomènes qui ne
qui n'arrivent pas à être casés adéquatement ni en droit privé ni en droit public. Alors, avant de commencer, je vais vous proposer ce plan. Je commencerai par Teubner, ensuite je finirai par Gramsci, parce que bon, je l'ai dans la tête, et puis comme a dit Jérémy, je suis en train, normalement j'avais un bouquin que je voulais amener, mais il est toujours sous presse, et je veux garder Gramsci pour la discussion de la fin. Alors, avant de commencer, je trouve qu'il est utile, avant de voir les rapports critiques de Günther Teubner et de Gramsci à la division droit public, droit privé, ou à la Summa Divisio, il est bien de revisiter nos implicites. Alors, nos implicites de la formation en droit, bon, on les voit un peu partout. Remarquons qu'ils sont de moins en moins enseignés, ces implicites, parce que les auteurs n'aiment pas se faire dire « Ah, ben, il y a des petites contradictions, etc., etc. » Alors, il s'est vécu comme une faiblesse doctrinale. Jean-Louis Baudouin m'a dit, alors c'est pour ça que je suis obligée d'aller le voir dans ses anciennes versions. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans les anciennes versions du Code civil, qu'il a enlevé par la suite? Le droit privé vise la réglementation juridique entre les particuliers. Il n'y a pas d'inégalité juridique, pas de hiérarchie, pas de rapport de puissance. Le contrat est la loi des parties. Voilà. Maintenant, les implicites de droit public. Alors maintenant, c'est un des grands constitutionnalistes au Québec qui va nous dire qu'on l'oppose à l'arbitraire, à l'anarchie ou à la force. Le droit, l'ordre juridique qu'est l'État, est censé être en mesure de se soumettre les puissants du jour. Intéressant, inspirant. Ce qui nous amène à Günther Teubner. Alors Günther Teubner, comme moi, a commencé à s'intéresser aux relations professionnelles, et il disait: il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'on conçoit le droit privé comme une relation d'échange purement économique, mais il y a quelque chose de plus dans la relation entre un patient et son médecin qu'un simple petit échange économique. Et à partir de là, qui est Teubner? Bon, je sais qu'en général, vous le connaissez assez bien, mais je rappellerai que c'est quand même un sociologue du droit, c'est un professeur de droit vivant actuellement à l'université Goethe à Francfort. C'est quelqu'un qui, en 2000, a été jugé dans plusieurs endroits du monde comme un des juristes les plus influents de la planète. C'est aussi, je dirais, quelqu'un qui est considéré comme un des pères de la Convention européenne. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai le grand honneur de travailler sur un des projets qui est à moi, qui est la responsabilité sociale des facultés de droit. Je vous en parlerai par la suite. Alors, à partir de là, qu'est-ce qui amène Günther Teubner à construire sa théorie critique de la division droit public-droit privé? Je dirais, c'est ce qu'il appelle l'autonomie de droit privé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une autonomie pour lui? C'est une institution ou un secteur, un sous-système social qui est d'abord générateur de normes spontanées en marge de l'État, en marge des théories du monisme juridique. C'est ce qui l'amène là-dessus, mais c'est un secteur où la normativité va supposer par définition une référence à l'intérêt général. Or, par décembre, on va parler par exemple des hôpitaux. Un hôpital, par définition, il y a une dimension collective, une fonction sociale qui va faire que pour rester un hôpital, il faut qu'il y ait une référence à l'intérêt général. On va parler en éducation en éducation, c'est la même chose. C'est un secteur où les acteurs ont besoin d'une autonomie et que pour garder leur sens d'éducation, il faut une référence à l'intérêt général. Même chose avec les médias. Alors, qu'est-ce qui se passe, nous dit Günther Teubner? C'est que le problème, c'est que face à la division droit public, droit privé, l'autonomie, ce qu'il appelle l'autonomie, fait face à un problème. Il n'y a pas de régime juridique qui lui convienne. Si on place l'autonomie dans le droit public, alors il y a un carcan trop raide qui l'empêche de se mouvoir adéquatement et son espace d'autonomie est trop mince et ça l'entrave. Alors on la place dans le droit privé, mais le droit privé ne lui convient pas plus et ça va faire un drame. Et pourquoi ça va créer des drames? À cause des implicites théoriques des juges et des juristes de droit privé. Que se passe-t-il dans la tête des juristes de droit privé? C'est que il y a un dualisme entre
privé et public, droit privé et public, qui est reflété dans le dualisme, un dualisme qui se reflète dans le dualisme entre raison politique et raison économique. Et dans la tête des juges, le droit privé est une zone où l'économique doit primer par opposition au politique. Quelles sont les conséquences de cette réduction du droit privé à une zone où doit régner l'économique? Premier impact, ça va être ce qu'il appelle la colonisation économiste des autonomies de droit privé. Or, quand on conçoit la zone de droit privé comme une zone où il y a seulement de petits échanges entre des individus privés égaux, où il y a un impact seulement économique, alors on laisse les autonomies de droit privé dériver, si elles le veulent, vers l'intérêt économique égoïste. Que font-elles, ces autonomies? Elles choisissent souvent l'intérêt économique égoïste. On va voir des exemples. J'ai envoyé un exemple récent, contemporain, qui n'est pas donné par Gunther Teubner, mais on voyait par exemple un touriste qui arrivait en France. Et là, à sa sortie de l'avion, il y avait une crise cardiaque. Les ambulanciers le prennent. Et là, ils lui disent, avez-vous de quoi payer? Et là, la dame dit, on a une carte bancaire. La carte bancaire ne fonctionne pas. Alors, on dit, on va d'abord s'inscrire au guichet. Premier guichet bancaire. La carte ne fonctionne pas, étrangère. Deuxième guichet bancaire. Troisième guichet bancaire. Le monsieur meurt. Que se passe-t-il? L'ambulancier, le service, l'autonomie de droit privé, par définition, se devait de mettre la vie humaine en priorité. Elle a dévié vers des intérêts économistes. Et c'est à ce moment-là qu'elle a dévié. Il y a une colonisation économiste. On va voir la même chose avec les universités. Là, Gunther Teubner va parler du phénomène américain des pink students, c'est-à-dire où il y a toute une série de donateurs d'universités très, très riches, très millionnaires, qui ont des enfants un peu moins doués qu'eux-mêmes. Et là, ils décident, bon, ben, on va faire une grosse donation et tu vas accepter mon fils en médecine, tu vas accepter mon fils, etc., etc. Alors là, normalement, ça devrait être réglé par la capacité de bénéficier ou de faire des études ou d'être admis, mais finalement, c'est la règle, la capacité de payer qui va compter. On va voir la même chose avec les médias, et là, ça va devenir tragique, parce que l'autonomie de droit privé que représentent les médias devrait, par définition, continuer à référer à l'intérêt général. Mais lorsque c'est que le profit comptable qui compte, ben, on donne aux masses ce qu'elles demandent. Et c'est la mort de la musique classique, c'est la mort de beaucoup de choses qui ne sont pas du fast-food musical. Alors à partir de là, une deuxième aussi conséquence de ces implicites théories de droit privé, c'est que lorsqu'on continue de concevoir toute la zone de l'activité prévue comme une zone de petits contrats bilatéraux qui font la loi des parties et où c'est le règne de la raison économique, on ne tient jamais compte des effets sur les tiers des contrats. Alors à partir de là, si on a un contrat entre une grosse multinationale, un commerçant, et ce contrat-là a des effets polluants extraordinaires, c'est win-win du côté des parties, mais l'externe, les parties tierces du contrat ne sont pas prises en compte. Lorsqu'on a, par exemple, des contrats économiquement impeccables, mais qui vont avoir pour effet de donner un soutien financier à des dictateurs qui font des génocides et qui vont faire c'est le même problème, on ne tient jamais compte de ces effets tiers. Et à partir de là, Gunther Teubner va même comparer la corporation à Matrix. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Matrix. Bon, on va dire les acteurs transnationaux qui sont souvent plus puissants que des petits États, comme des machines pathologiquement assoiffées de profit ou qui bafouent les droits humains, reçoivent le support des juges de droit privé, parce que
il continue de faire comme si les contrats bilatéraux n'avaient pas d'effet externe. Alors, qu'est-ce qu'on conclut? Alors, c'est pour ça qu'il va comparer à la corporation à Matrix. Et remarquons qu'au Canada, il y avait un autre juriste, Joël Bacon, qui avait écrit en même temps The Corporation, et qui avait fait un succès mondial, qui est publié en 17 langues aussi, qui montrait à quel point l'invention qu'est la personne morale, qui finalement a profité le plus des droits fondamentaux en Amérique, c'est un être schizophrène et qui ne crée que des problèmes qu'on peut comparer un peu à un... Comment ça s'appelle? Un Frankenstein, ouais. Un psychopathe. Oui, c'est le psychopathe, le mot de... Voilà. Alors finalement, si on conclut sur le rapport critique de Gunther Teubner à la division droit public droit privé, à cause de leurs implicites théoriques problématiques, les juristes actuellement de droit privé se détournent de problèmes de justice importants. Ils pourraient se dire, nous sommes concernés par la colonisation économiste des autonomies de droit privé, mais non, parce que nous n'avons pas de rôle, c'est une zone où l'économique doit être reine, et à partir de la raison d'économique doit être reine, et à ce moment-là, ils soutiennent la colonisation néolibérale, économiste plutôt, que de la contrer. Et en même temps, ils vont soutenir la croissance démesurée d'acteurs transnationaux au détriment même des droits humains. Alors la solution que Gunther Teubner préconisait à cette époque-là, c'était ce qu'il appelait la constitutionnalisation du droit privé. C'est un mot qui choque inutilement, c'est un peu faire comme on a fait avec le droit du travail, c'est-à-dire il peut y avoir des autonomies en droit privé, mais on devrait les entourer de limites pour que on se continue, même si on est en état de puissance économique, on continue de référer à l'intérêt général de façon minimum. Progressivement, avec le temps, je suis de plus en plus, perplexe devant cette solution-là. J'entendais par exemple aujourd'hui à France 24 parler des mouvements de réaction contre l'ubérisation. Et on disait, actuellement, les puissances économiques, les puissances comme Uber, sont en train de faire en sorte que même les petites limites de droit privé, les petites limites de droit du travail, ont été en train de se défiler pour que les employeurs, les puissances, n'aient plus à supporter ce que le droit du travail les implique. Alors on s'organise pour, encore une fois, éviter ces contraintes en donnant, par exemple, aux petits livreurs à vélo ou à tous ceux qui passent par Uber, le statut de travailleur autonome qui n'a aucune, ou le pourvoyeur de travail n'a plus aucune obligation envers lui. On va passer maintenant à Gramsci. Alors, finalement, je me souviens que les premières fois où j'avais commencé à rapprocher ces deux auteurs, Gunther Teubner, que j'avais connu à l'époque, m'avait dit que j'avais trouvé un wit entre les deux. J'étais bien honorée de ça, j'étais contente de continuer avec ça. Alors, si on se souvient de ce que Gunther Teubner dit, c'est qu'il y a des institutions en droit privé dont la nature suppose la référence à l'intérêt général, et il y a aussi actuellement des puissances privées plus fortes que des États et qui sont capables de réduire à néant des droits humains. Or, on va arriver à Gramsci. Je vais revenir avant Gramsci, avant de parler de l'État intégral. Alors, Jérémy me disait tout à l'heure qu'il ne connaissait pas Gramsci. J'étais un petit peu étonnée. Alors, je me suis dit peut-être d'autres personnes ne le connaissent pas. C'est bien sûr un Italien. On dit qu'il est un socialiste scientifique. Au Québec, personne ne le connaît. En Europe, plus de monde le connaît. Ça me réjouit. Alors, il est né en 1891. Il a été 10 ans dans les prisons de Mussolini. Il est mort en 1937. On le connaît surtout à cause de son étiquette de socialiste scientifique, mais moi, je dirais que je l'ai étudié et je l'ai aimé en tant que théoricien du droit, et aussi, comme je le dis dans mon dernier livre qui va sortir bientôt, comme théoricien de la connaissance visionnaire. C'est quelqu'un qui, contrairement à beaucoup de personnes, a été capable de prévoir la révolution des théories des sciences au XXe siècle, et qui est extraordinairement mature dans ce rapport à la connaissance. À peine avec les théories du constructivisme, on est capable d'apercevoir aujourd'hui au XXIe siècle le caractère situé des connaissances, le caractère construit. Lui,
il avait déjà pressenti avec sa notion d'intellectuel organique, parce qu'il savait qu'un savoir, dans une certaine mesure, dans un certain espace de jeu, dirait François Host, hein, autour de sa porte, dans un espace de jeu, il y a un lien organique avec le groupe qui construit ce savoir, dans l'expression, dans le choix des problèmes, dans le choix des intérêts privilégiés, etc. Alors, il est surtout connu pour son concept d'hégémonie culturelle. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait, Gramsci? Il a repris un concept grec qui veut simplement dire domination, mais qui se distingue de la coercition physique. Alors, lui, ce qui l'obsédait, c'est comment se fait-il que les masses opprimées consentent à des pouvoirs qui les aliènent? Lui, ça le dépassait, il ne comprenait pas ça. Et là, finalement, il a fini par comprendre qu'il y avait ce qu'il appelle une direction idéologique. Et l'idéologie, chez Gramsci, c'est pas comme chez Marx. Hein. C'est quelque chose de beaucoup plus large, je dirais, plus comme une conception du monde, une façon de voir, ce qui inclut le sens commun, les savoirs dominants, c'est l'idéologie. Alors, il disait qu'il y a une diffusion idéologique qui se fait un peu partout dans la société et qui va finalement subjuguer les masses et qui va finalement produire leur consentement à se faire dominer par les pouvoirs politiques. Alors, il va... ouais, bon. Alors, qu'est-ce que la domination politique? Il y a une phrase célèbre de Gramsci qui va dire c'est une sorte de persuasion, une hégémonie, une persuasion idéologique cuirassée de coercition. Alors, à partir de là, on va aller au vif du sujet parce qu'il m'intéresse, moi, et ce qui nous intéresse ici, c'est son concept d'état intégral. Alors, l'état intégral, chez Gramsci, c'est à peu près le E égale MC2 de Einstein. C'est son grand eureka, là, j'ai trouvé. Alors, lui, il se posait toujours des questions comme comment se fait-il que l'Église, qui au fond est un État dans l'État, ne soit pas soumise au droit constitutionnel? Ça ne lui rentrait pas dans la tête. Pourquoi les réformes constitutionnelles qui mettent des menottes aux pouvoirs étatiques n'ont presque pas d'effet? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a son grand eureka. Il dit, c'est parce qu'il y a des puissances étatiques cachées dans la société civile. Ceux qui produisent l'hégémonie et le consentement sont cachés dans la société civile. Alors, à partir de là, ce qui est bien intéressant de comprendre que ce que Gramsci appelle État, Maureen Kane, la théoricienne du droit, va dire que c'est plus un ordre social. Moi, je dirais que c'est la puissance concrète, l'attribut de la personne qui, dans les faits, ou du pouvoir qui, dans les faits, va pouvoir effectivement imposer sa volonté souveraine. C'est l'État au sens de l'État intégral de Gramsci. Observons que finalement, quand un pouvoir se cache du côté de la société civile, il devient invisible et il devient d'autant plus fort. Je ne sais pas si vous avez connu Hugues Portelli, c'était un politique français qui a été avec Sarkozy. Non, le plus drôle, c'est qu'il a été un exégète de Gramsci dans sa vie passée. Oui, hein? Et il s'était intéressé. Il disait que finalement, Portelli, il voyait que chez Gramsci avait compris que le grand jeu, la grande stratégie de toute puissance, c'est d'éviter à avoir le statut public. Parce que dès qu'une puissance réussit à passer du statut public vers le statut privé, elle vient de gagner la liberté, l'émancipation des contraintes constitutionnelles. Ça, c'était un des apports premiers de Hugues Portelli. Alors, je cite Gramsci ici. Or, par État, il faut entendre non seulement l'appareil gouvernemental, mais aussi l'appareil privé d'hégémonie, ce qui inclut l'ensemble des institutions, quel que soit leur statut juridique. J'ai mis en rouge quel que soit leur statut juridique, ça peut être privé ou public, là, par lesquels la classe fondamentale au niveau économique exerce son hégémonie et sa domination politique. Alors, la dernière fois que j'ai voulu parler de cela en communication, mon ami et collègue Jacques Frémont m'a dit « Violaine, c'est tellement compliqué la théorie de Gramsci, essaye même pas. » Alors, j'avoue que depuis ce temps-là, je réfléchis et j'ai trouvé quelque chose.
Alors, Gramsci nous dit qu'il y a deux éléments. La persuasion, pardon, j'ai un peu manqué ma petite démonstration, mais bon. La persuasion et la coercition. Ça, c'est les éléments de la puissance. Naturellement, lui, il rêve d'avoir cette puissance et de la donner à l'État socialiste. Hein? Bon. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Si on les mélange, c'est là que naît la puissance étatique. Alors, si on les mélange, on s'entend que ça va donner quelque chose de rose comme ça. Okay? Et ça, c'est quelque chose de fluide, la puissance. Alors, il y a deux côtés du sablier, ce qui symbolise le droit privé et le droit public. Razmig Köchayan a beaucoup utilisé ces formes-là. Alors, si on lit Razmig Köchayan, par exemple, il va dire, bon, on voit ici que tout le pouvoir, la puissance de gouvernance concrète composée de ces deux éléments est actuellement concentrée dans le pôle politique. Ça correspond à la Russie sous la Révolution. Il y a un État très, très, très fort et la société civile est d'accord avec le pouvoir. Bon, ça c'est le premier cas de figure, parce que le sable, il bouge. C'est un mélange fluide, la puissance, ça passe d'un pôle à l'autre. Alors, doucement, on va arriver à un deuxième cas de figure. Ça va être le cas de figure qui va correspondre, par exemple, à l'Italie contemporaine de Gramsci. À ce moment-là, on est en train de se rendre compte que, bon, il y a ce fichu de Mussolini qui est au pouvoir, mais il y a une opposition civile qui doucement croît. On voit, et là, à un moment donné, on va arriver à une époque où il va y avoir, que Köchayan va parler de l'État qui peut, la société politique, qui peut lutter d'armes à égales avec la société civile. Et là, il y a à peu près, vous voyez, la même quantité de puissance de chaque côté. C'est ça qui va faire rêver notre Gramsci. Tout d'un coup, qu'on faisait renverser ça et tout d'un coup, que finalement, l'hégémonie actuellement que j'observe pourrait réussir à profiter et à... Mais là, et c'est là que moi je continue, et c'est là que je trouve qu'on ne continue pas suffisamment, c'est qu'il y a un troisième cas de figure si on prend Gramsci au sérieux. Pourquoi on ne prend jamais le troisième cas de figure au sérieux? Parce que c'est une hérésie juridique pure. À peu près 99% des profs de droit vont recevoir un choc, ou ceux qui sont dans leur tombe vont se retourner. C'est une hérésie que je vais professer, mais c'est tout à fait conforme à la pensée gramscienne. Pourquoi non plus on ne fait pas cette troisième hypothèse? Là, je donnerais peut-être tendance à donner crédit à l'hypothèse de Galanter, le sociologue américain, qui dit que finalement, le droit moderne occidental, comme savoir spécialisé, n'est jamais entré minimalement dans le sens commun. Ce qui fait que à peu près tout le monde le méconnaisse, personne ne comprend la mutation qu'a été le passage au droit moderne, et que finalement on le déteste tant. Et je pense que c'est le point aveugle actuellement des sciences politiques. Il faut se souvenir, comme dit Lucien Sfès, le politologue de la Sorbonne, qui dit « Les sciences politiques sont nées d'un arrachement au juridique. Et à partir de là, va rester des traces, des ressentiments. On n'aime pas tout ce qui est juridique, mais on continue d'être formé, on aime les formes de l'État, etc., etc. Et à partir de là, malheureusement, la rationalité interne au droit moderne occidental échappe complètement aux sciences po. Alors, voyez-vous, on est arrivé à ce troisième cas de figure. Qu'est-ce qui vient de se passer? Toute la puissance concrète de direction est passée du côté du droit privé. Il n'y en a plus du côté du droit public. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Allons voir. Bon, naturellement, c'est impossible. Hein, tout l'État est du côté du droit public. On voit à quoi ça ressemblerait, cette hypothèse, si on la poussait, si on osait regarder du côté de l'hérésie. Parce que c'est complètement impossible, l'État en droit privé. Hein, bon. Ben, ça veut dire, par exemple, des fonctionnaires civils, c'est-à-dire des universitaires, des directeurs universitaires, des écoles, une diffusion idéologique, verticale et orientale des médias, complètement inféodée à la raison
marchande ou économique. C'est exactement la lecture qu'en fait Gunther Teubner tout à l'heure, en disant finalement, actuellement, le droit privé est en train de laisser faire la colonisation économiste des autonomies privées. Les directions idéologiques des fonctionnaires civils est en train complètement exercée dans le sens de la raison économique. On arriverait aussi à une idée d'un appareil d'État qui serait inféodé à la raison marchande. Assez fou. Mais là, on serait capable d'imaginer, par exemple, des puissances économiques plus grandes que des États, capables de dire « vos droits, je m'en fous. C'est moi qui impose ma volonté. Je me place là où je veux. Votre normativité me passe par-dessus, c'est moi qui est la plus forte. C'est moi qui impose ma volonté. » Des pouvoirs judiciaires qui, lorsque le crime est commis par un Donald Trump ou parce qu'il est riche, et finalement, il réussit toujours à avoir les meilleurs avocats, à faire les meilleurs économies. Et finalement, on a une justice d'État qui finalement finit par être assez au service de la puissance économique. Bref, c'est l'hypothèse de Matrix de Teubner. Si je vous raconte ça, bon, c'est peut-être jusqu'au boutiste comme hypothèse, mais ce n'est pas du tout impossible du côté de l'entendement gramscien, si on le prend jusqu'au bout, si on le prend au sérieux jusqu'au bout. Et c'est malheureusement pour moi une hypothèse qui n'a rien de farfelu et qui me donne la chair de poule. Lorsque je vois à quel point, actuellement, notre travail de juriste peut être récupéré par cette folie de la raison économique. Alors, maintenant, j'aurais terminé, j'en arrive à mes conclusions, je me fais des petits bilans personnels. Si je revois la critique de Gunther Teubner, je me dis, des implicites théoriques chez le juriste font problème. Si je revois la théorie de Gramsci, je me dis, nos conceptions de l'État font problème. Alors, voici une dizaine d'années, je me dis, où est le problème? Est-ce que c'est dans la structure? Il y a des dizaines et des dizaines de critiques marxistes, marxiennes, des critiques même d'autres allégeances politiques qui critiquent cette structure-là. C'est possible. C'est possible que ce soit un problème en soi, cette structure-là. Mais moi, toute ma division, je crois qu'elle est aggravée par un autre problème. Et ce problème-là, qui aggrave et qui correspond avec la lecture de Teubner et de Gramsci, c'est ce que j'appellerais un ethos juridique, acritique, passif devant la tradition juridique et avec un ethos tragique. La tradition est là, on n'y peut rien. J'étais la semaine dernière, il y a quelques jours, au congrès de Liège, de la chaire Mukwege. Vous connaissez le prix Nobel de la paix, l'homme qui répare les femmes? Bon, on était accourus de par le monde, puis on demandait à tous les gens qui étaient là, de plusieurs disciplines, de venir essayer de réfléchir tous ensemble comment faire pour lutter contre le viol, contre crime de guerre, et puis d'aider à mieux prendre en charge. Alors, on a vu des chirurgiens d'un peu partout venir parler de ce qu'ils ont inventé de façon géniale, et puis ils ont fait preuve de créativité. On a vu des gens, des sociologues, des psychologues, etc., venir contribuer à l'effort. Et on a vu des juristes du par le monde venir livrer un récit hyper classique des incapacités du droit, de l'inadéquation des règles, du caractère pénal qui n'est pas habitué à penser à la victime, de l'exercice judiciaire qui par nature est traumatisant. Et on n'y pouvait rien, et on n'y pouvait rien. J'ai eu envie de dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas se secouer un peu? D'où vient cette idée que nous, dans notre discipline, on ne peut pas dire non à un moment donné et réfléchir un peu plus à ce qu'on pourrait faire au lieu de s'aplaventrer devant la tradition. Alors, naturellement, vous le savez, je fréquente Gramsci depuis un bout de temps
Et je m'inspire beaucoup de son rapport au droit qui est nuancé, comme je le disais ce midi, qui n'est pas comme les autres marxistes si déterminés à haïr le droit. Et il dit souvent le droit est un instrument qu'on a mal utilisé, qu'on pourrait utiliser de tellement de meilleures façons. Moi, je crois que si on réussit à lutter contre cet ethos juridique fataliste qui dit que je ne peux rien devant une tradition théorique, oui, on peut la changer, ben, à partir de là, on peut apprendre de Gramsci qui dit le fatalisme de la pensée n'est trop souvent qu'un indicateur de la faiblesse de la volonté d'agir. On peut soutenir la critique transversale. Là, on voit mon travail pour l'interdisciplinarité, ma militance pour l'interdisciplinarité depuis tellement d'années. C'est-à-dire que à partir du moment où la pensée spécialisée devient le modèle dominant, obligé, on devient chacun centré sur notre petite juridiction grande comme un timbre-poste. La critique transversale, le regard transversal s'amenuise comme peau de chagrin et ça crée des désastres en droit parce qu'à un moment donné, il faut être capable d'enseigner les implicites transversaux, comme le faisaient les professeurs d'antan. Je crois aussi qu'il faudrait peut-être arriver à cesser d'associer, comme on le fait trop souvent, la méthodologie comme à ce qu'on en fait dans les cours de méthodologie, c'est-à-dire une sorte d'enseignement hyper technique des nouveaux gadgets de repérage des sources formelles du droit. C'est pas ça de la méthodologie. La méthodologie, partout ailleurs qu'en droit, c'est est-ce que j'utilise les bons moyens de recherche pour atteindre les fins qui sont les miennes? Et cette méthodologie critique, elle est trop faible en droit. Et quand on se demande, est-ce que ma façon de déterminer le droit privé convient aux fins du droit moderne occidental, ça pourrait aider. Je crois aussi qu'il y aurait intérêt, chez nous, du moins, je ne peux pas parler pour chez vous, à soutenir un peu plus de réflexivité chez nos juristes. Moi, j'ai observé, et j'ai écrit un livre d'ailleurs là-dessus sur Jean-Guy Bédé à un moment donné, c'est que chez nous, j'observe que nos juristes ont tellement peu réfléchi qu'ils sentent confusément la pression du devoir de neutralité axiologique qui s'impose aux juristes modernes comme espèce de conséquence d'une perspective kelsenienne, mais il ne comprend pas que ce n'est pas un devoir de retenue et c'est comme confusément associé à la retenue judiciaire, c'est comme si le juriste n'avait pas le droit de soutenir des valeurs de justice que défendent les règles constitutionnelles. Ah non, non, j'ai peur. Non, 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 je suis le jouet de problèmes. Pas grave, mais m'engager, jamais, jamais, jamais. Et là, à ce moment-là, il y aurait peut-être aussi un intérêt à soutenir la maturité épistémologique des juristes, parce qu'on n'en parle jamais de la révolution en théorie des sciences, en droit, mais pourtant, une des effets d'intégration de la théorie des sciences du XXe siècle, c'est de pacifier le rapport à l'engagement. Lorsqu'on se rend compte que toute connaissance est située, que tout chercheur choisit ses questions, choisit la façon de poser ses problèmes, privilégie des intérêts par rapport à d'autres, à ce moment-là, on se rend compte que être un chercheur aujourd'hui mature, ça ne veut pas dire s'éloigner du politique, ça veut au contraire dire protéger les valeurs de la science contre des valeurs qui la tyrannisent. Et c'est la position d'Isabelle Stanger que j'admire beaucoup. Alors, à partir de là, ça nous amène à promouvoir une vigilance plus, à mon avis, à cause de nos implicites théoriques actuellement qui nous empêchent de complètement même imaginer cette hypothèse. On est à un degré de vigilance zéro. Possibilité et je trouve ça grave. Alors c'est ce qui m'a amené à concevoir mon projet actuel de responsabilité sociale des facultés de droit. Comme je travaille au niveau en santé depuis une dizaine d'années à l'association interdisciplinaire sur la chaîne des médicaments, raison de mon travail en Afrique, je travaille avec la CIDMEF, l'association de conférence des doyens de facultés de médecine d'expression francophone, et en médecine, il y a un mouvement qui vient de triompher, qui est magnifique, improbable, c'est le mouvement de la responsabilité sociale des facultés de médecine, où on s'est mis à dire, ben là, ça suffit de toujours seulement former des médecins fils à papa, on a des déserts médicaux,
il faut qu'on forme des médecins qui vont retourner dans ces métiers. Et ça a fonctionné. Et le Québec, actuellement, a beaucoup accepté ça et entérine beaucoup ce mouvement. Alors, à partir de là, j'ai décidé d'essayer de le faire avec les facultés de droit. Alors, voilà, c'est ma façon de proposer la lutte. Bon, un tout grand merci pour cet exposé très riche, qui fait évidemment particulièrement écho à une époque où on parle de Cambridge Analytica, de Brexit, d'élection de Trump, mais alors là, en termes de puissance privée occulte qui influence le politique, c'est particulièrement frappant d'actualité. Et puis ce dernier concept de responsabilité sociale des facultés de droit qui est certainement très inspirant. Mais je ne vais évidemment pas monopoliser la parole à ce stade. On va directement passer la parole à Jean de Meunk, et puis comme ça laissera un petit peu de temps ensuite pour le débat. Mais merci, en tout cas, c'était passionnant. Bien, oui, mais merci beaucoup pour l'exposé, merci pour l'invitation, Jérémy, dans ce séminaire célébrissime et déjà ancien, si je ne me trompe. Combien d'années? De mémoire de... Ah pardon, Combien d'années le séminaire? On est en 74. Ah ben voilà. Ouais. Donc, très ancien, c'est déjà une tradition. Bien. Alors, merci aussi pour cet exposé sur Gramsci-Tumner. Je n'avais jamais pensé à les rapprocher, je confesse. Et donc, j'ai lu vos textes et j'ai passé une très mauvaise nuit. Parce que effectivement, il y a des points de rencontre très importants et en même temps des points de divergence, puisqu'on est dans les deux grandes traditions de théorie sociale, le fonctionnalisme et le marxisme. Donc, très exactement, version néo-marxiste, parce qu'enfin, Gramsci ne peut pas être considéré comme un marxiste orthodoxe du tout. Et version néo-fonctionnaliste, parce que, évidemment, nous sommes dans une pensée post-lumanienne. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, je voudrais juste souligner 3 points importants dans votre exposé, sur lesquels, à mon avis, on est complètement d'accord, mais qui sont quand même très importants. Premier point, l'idée des autonomies civiles qui ne sont pas réductibles au marché. Alors ça, c'est très important. C'est un apport de la théorie sociale, plus que de la théorie juridique. Vous avez 1000 fois raison. La Summa Divisio masque les autonomies civiles, la spécificité du rapport d'éducation dans l'école, la spécificité du rapport médecin-patient, la spécificité du rapport médiatique, la spécificité de la science. Tout ça ne participe pas de l'État, et pourtant n'est pas réductible, évidemment, à des concepts de droit privé au sens économique du terme. Ce n'est pas de l'ordre d'un contrat. Et ça, je trouve que c'est crucial. Donc, comme critique sociologique qui est faite à la fois du côté Gramsci et du côté Tumner. Évidemment, au fond, la sociologie n'a jamais cru à ça, tout simplement. N'a jamais cru qu'on était dans l'alternative de l'État et du marché. C'est très important sur le plan politique, bien entendu, puisque aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une alliance de l'État et du marché pour faire disparaître, en fait, la spécificité de toutes les associations civiles. Bon. Donc, je pense que là, on est d'accord, et c'est vraiment c'est l'importance de notre discussion. Deuxièmement, eh bien, le troisième cas de figure me semble, à moi aussi, extrêmement probable, spécialement au niveau transnational. La dynamique de transnationalisation pousse au fond une absorption par le côté privé des fonctions étatiques. On peut aller jusque-là. Selzny qui parlait de gouvernement privé. Moi, j'adore cette expression, je l'utilise dans mes cours. C'est une manière très forte de dire que, effectivement, la fonction gouvernementale n'appartient pas uniquement à l'État au sens public, au sens du droit public du terme, et que nous sommes de plus en plus entraînés vers une forme de privatisation de fonctions qui, jusqu'à présent, étaient exercées par l'État. Même si il est vrai qu'il y a complémentarité entre les deux et qu'on peut complexifier le problème. Complexifier le problème, ce n'est pas simplement un passage
c'est pas une transubstantiation au sens catholique du terme, hein, où le pain devient corps. Hein, bon, ce n'est pas du tout ça. Il y a une continuité, effectivement, qui caractérise le capitalisme, mais qui, justement, doit être pensée en tenant compte de ce qu'on pourrait appeler le troisième secteur, hein, ni marché ni État, ou les troisièmes secteurs. Ça, on va en reparler, donc, de savoir si ce troisième secteur, on peut l'unifier ou pas. Donc, je trouve que, effectivement, enfin, si on suit les bonnes sociologies de la mondialisation aujourd'hui, on est vraiment dans le troisième cas de figure, et il est en train de gangréner, évidemment, et de détruire les États sociaux ici. En Europe, c'est ce que nous vivons tous les jours sur le plan politique. Et puis, troisièmement, je crois comme vous que, effectivement, l'interdisciplinarité est la seule pratique progressiste en sciences. Mais qu'on ne cesse d'observer dans les universités, et ce n'est pas seulement le cas des juristes, ça je peux le dire du point de vue des sociologues, malheureusement, on ne cesse d'observer la tendance réactionnaire à la disciplinarisation systématique, qui est une manière de tuer absolument toute pensée et toute force critique. Là, je pense qu'effectivement, l'interdisciplinarité, donc je le dis volontiers dans ce séminaire, et là j'enfonce ici des portes ouvertes, mais ce ne sont pas des portes ouvertes dans d'autres cénacles, et notamment, je pense que si on s'attaque à ces questions-là, la responsabilité sociale des facultés, il ne faudra pas seulement poser la question de leur effet externe, ce qui est très important dans la formation qui est donnée aux étudiants, bien entendu, mais de leur organisation interne. Bien sûr. C'est là que se génèrent en fait les effets de disciplinarisation et donc de réduction du champ et de fermeture autoréférentielle des sciences sur elles-mêmes. Donc il y a là un enjeu crucial, et quoi qu'on en dise, je sais bien que Bologne et toutes les réformes universitaires ont toujours prôné verbalement l'interdisciplinarité. En fait, ce n'est pas ça que l'on observe dans la réalité des projets de recherche, des modes de sélection du personnel académique, des modes de définition des cours, des modes de définition des formations. Bon. Donc là, je pense qu'on a sûrement des terrains d'accord. Alors, on va peut-être venir à des questions un peu plus compliquées. Peut-être pas des accords, mais en tout cas des questions plus compliquées. Alors, j'ai réfléchi un peu à cette relation Gramsci-Teubner, et je voudrais vous proposer 3 idées, au fond, en les comparant. Première idée, je ne sais pas par laquelle commencer, au fond, une idée où Gramsci est plus fort, beaucoup plus fort que Teubner. Et je pense que c'est la dimension suivante. Au fond, Gramsci écrit dans une perspective stratégique, toujours. Oui. Il a toujours en tête quelle est la pratique politique qui va découler de ma lecture, au fond, du terrain. C'est une espèce de militaire, Gramsci. Oui. Il regarde une carte, mais seulement pour voir quels sont les objectifs. Et c'est cette carte-là qui l'intéresse, c'est une carte militaire. Et donc, quand il fait sa description du monde, qui est si intéressante, effectivement, c'est bien dans la perspective d'une transformation pratique, et de savoir quels vont être les objectifs du Parti communiste, puisque c'est un ancien président, secrétaire général du Parti communiste dans les années 20, il a une perspective qui est toujours stratégique. Teubner, non. Il vient du monde de Luhmann, et malgré qu'il a fait... par rapport à Luhmann, le normative term, comme certains l'ont dit, à juste titre, je trouve, c'est une bonne caractérisation de Günther Teubner. Il a abandonné le point de vue luhmannien, qui était le point de vue d'un sceptique, d'une espèce de professeur tournesol qui se promène au milieu des systèmes, qui s'enchante des paradoxes qui surgissent, enfin, qui trouve ça super intéressant, super rigolo, mais en fait, qui n'a pas d'engagement pratique. C'était la position de Luhmann. Teubner, au contraire, c'est un vrai démocrate. Donc il a une préoccupation normative très très forte. Il est en désaccord avec la colonisation, tout ce que vous avez dit, bien sûr. Mais Teubner n'a pas de perspective stratégique du tout. Il est même d'une naïveté affligeante.
enfin, il croit que en constitutionnalisant par le droit les secteurs qui ont tendance à s'étendre, comme le marché par exemple, ou les médias, ou la science, on peut penser notamment aux enjeux bioéthiques, etc. Mais en constitutionnalisant, non, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va habiliter des juges à trancher les cas difficiles, mais il croit vraiment, il me semble qu'il croit, que la justice constitutionnelle suffit à arrêter les systèmes, alors que quand même le droit est une chose admirable, mais ce n'est pas une chose très puissante. Et donc Gramsci, par rapport à ça, au moins a une perspective stratégique. Il parle de guerre de position et de guerre de mouvement, et surtout de la notion de la guerre de position et de la guerre de mouvement. Donc je trouve que corriger Teubner par Gramsci, alors du coup on peut se demander quand même si on ne doit pas considérer que au fond, Gramsci avait quand même en tête l'idée de la conquête du pouvoir d'État. Alors il redéfinit la notion d'État, il en fait un concept, alors je vais y venir, c'est le deuxième point, mais il en donne un concept quand même probablement un peu trop généreux, un peu trop englobant comme tel, alors que Teubner, lui, a tendance à marginaliser l'État, il horizontalise l'État. L'État n'est plus qu'un système parmi d'autres, puis il y en a d'autres. Oui, donc Gramsci, lui, bon, mais il y a une question sur la conquête de l'État. Et par quelle force? Alors Gramsci plaide pour ça, et je pense qu'il a raison. C'est vraiment une des faiblesses de Teubner, c'est de ne pas comprendre que l'État est quand même non seulement la seule instance qui a été un peu démocratisée de façon satisfaisante au cours de 2 siècles de lutte, notamment de la bourgeoisie, mais pas seulement, du monde ouvrier. Donc, d'une part, et deuxièmement, que c'est l'État qui a quand même le monopole de la violence. Et que sans l'État, il est difficile de constitutionnaliser tous les autres. Donc, cette manière d'horizontaliser l'État chez Teubner me semble problématique. Bon, alors, par contre, il me semble, deuxième idée, qu'il y a quand même une supériorité de Teubner sur Gramsci sur un point qui nous touche, nous, enfin, au début du XXIe siècle. C'est que, évidemment, on ne va pas le reproche à Gramsci, c'était avant la guerre, mais quand même, Teubner admet une différenciation fondamentale entre l'individu et toutes les formes d'association. La différenciation entre l'individu et toutes les formes d'association est à la base de l'idée luhmannienne concernant les droits de l'homme. Là, Teubner donc soutient qu'il faut protéger l'individu contre toute forme de colonisation par n'importe quel type de système, et que cette protection est assurée par les droits humains, les principes des droits de l'homme qui protègent l'individu. Alors de ça, on ne trouve, à mon avis, mais j'ai pas tout lu, mais je n'ai jamais rencontré cette préoccupation chez Gramsci. Gramsci écrit dans un horizon qui était un horizon collectiviste. Peut-être vous pouvez me détromper, j'en serais content en fait. Je suis assez d'accord. Oui. Donc c'était un horizon collectiviste, c'était un horizon de mobilisation sociale. On était, c'est le contemporain de l'époque des révolutions, Gramsci, au sens socialiste et même au sens fasciste du terme. Et donc effectivement, cette préoccupation qui est devenue absolument centrale après la guerre, 1948, enfin, les droits de l'homme, et puis toute cette constitutionnalisation du droit comme tel, qui est aussi une transnationalisation du droit, met en évidence quand même cette dimension essentielle de la démocratie qui, me semble-t-il... Alors ça, c'est très présent chez Teubner, qui redéfinit en quelque sorte ce rapport comme un rapport de vulnérabilité ou de vulnérabilisation de l'individu par rapport à tous les systèmes. Nous sommes en quelque sorte menacés, non pas seulement par, comme pensent les libéraux, mais ils ont raison évidemment, pas seulement par l'État. Ils ont tort de penser que ce n'est que par l'État. C'est ça l'erreur libérale.
au sens strict du terme. Mais, bien entendu, il y a au fond, l'individu doit être protégé dans toutes les dimensions. Quand je vais me faire opérer dans un hôpital, par exemple, je deviens objet de manipulation par une raison médicale, hospitalière, gestionnaire d'ailleurs, désormais, totalement totalitaire. En fait, n'importe qui est passé par un hôpital, sait à quoi ressemble désormais le traitement des sujets dans les hôpitaux. Donc, je pense que ce point-là est très important chez Teubner, et qu'on ne le trouve pas chez Gramsci parce que c'est la limite du marxisme. Enfin. Ouais. En tout cas, de ce marxisme-là. Peut-être qu'il y a des marxismes, style Michel Landry, qui sont un peu plus ouverts à la question individuelle. Maintenant, il y a un troisième point qui, moi, je trouve insatisfaisant chez l'un et chez l'autre, en fait. Bon, il y a aussi quand même, enfin, les limites des deux. Et c'est la question de la conception de l'État. Il me semble, mais je peux me tromper, que en fait, du côté Gramsci, on a un concept beaucoup trop généreux de l'État. Finalement, l'État, c'est égal société politique plus société civile. Les exégètes de Gramsci disent finalement le concept d'État n'est pas très différent de celui d'hégémonie. Comme tel, on a du mal à... Parfois, un mot est utilisé pour l'autre, on ne sait pas très bien. Enfin, c'est pas des... N'oublions pas que c'est des carnets de prison, donc non, c'est pas une œuvre qui a été faite pour être publiée. Donc, ce sont des esquisses, mais il n'empêche qu'au fond, moi, ma lecture de Gramsci, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, j'ai toujours considéré que ce concept d'État chez Gramsci était hegelien, fondamentalement hegelien. L'idée de l'État chez Hegel, le troisième moment de la théorie du droit, vous vous souvenez, il y a la famille, la société civile, et puis il y a l'État. Et l'État, c'est le moment où la famille et la société civile sont subsumées dans un grand corps organique, qui est exactement ce que vous disiez, l'ordre social. C'est l'ordre social. C'est l'ordre social qui passe par des intermédiaires, par des corporations. Les classes sociales sont représentées dans l'État hegelien par des corporations. Et donc, en même temps, le concept d'État chez Hegel, c'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est un concept idéaliste, c'est la manifestation de l'esprit objectif. Donc, au fond, on retrouve exactement, à mon avis, c'est via Croce, à mon avis, que c'est passé chez Gramsci. On retrouve ce concept hegelien d'État, donc qui n'est pas très marxiste, au sens où chez Marx, l'État, c'est le lieu du compromis de classe et de la direction et de la coercition, fondamentalement, mais pas du tout. Pour Gramsci, au fond, il s'agit d'un État éducateur, et ça, il le dit. Il le dit carrément, il le dit en toutes lettres. L'État, c'est l'éducateur de la société, et donc l'éducation, c'est pas seulement pour les enfants, c'est pour tout le monde. Et donc l'éducation, ça consiste à la fois de la main gauche réprimer et de la main droite caresser en obtenant le consentement. Donc au fond, c'est ça la fonction de l'État, et l'État est super englobant. Mais avec une telle définition de l'État, évidemment, on retombe dans un fantasme de totalité sociale. Et je pense que c'est ça le problème, c'est que la différenciation sociale est niée. Maintenant, chez Teubner, on a exactement la position inverse. On a un État qui est super différencié, qui est aligné à côté de tous les systèmes, qui est réduit pratiquement à un codage on est dans la coalition, on est dans l'antagonisme, enfin c'est ça, l'État produit du pouvoir, et c'est l'organe qui au fond fait passer le système politique dans la réalité, et donc on se trouve devant une figure de l'État totalement insuffisante. Donc, et là, je trouve qu'on est devant un vrai problème de théorie politique aujourd'hui. C'est que ni le modèle hegelien gramscien, ni le modèle teubnerien de l'État ne sont plus tenables. Alors, comment va-t-on construire une troisième figure de l'État? Peut-être que c'est ça qui est l'enjeu
fondamentale aujourd'hui, au fond, qui consisterait à échapper d'une part au néolibéralisme, parce qu'au fond, dans une certaine mesure, Toebner a du mal à échapper au néolibéralisme, puisque l'État, ce n'est plus que de la fonction de coercition, de fabrication d'alliances, d'organisation politique de la société. Donc je trouve qu'il y a là une question qui est vraiment difficile, et à propos de laquelle je n'ai pas de réponse. Et puis alors, je termine, Jérémy. Et puis alors, j'ai encore deux autres questions prospectives. Et je vais vous poser carrément la question de façon un petit peu franche. Ce sont des questions conceptuelles. Bon, admettons, nous sommes d'accord, nous devons dépasser la summa divisio. Nous sommes d'accord. Donc, on essaie d'échapper à la loi, au binaire de la loi et du contrat. Donc, de la relation verticale, éventuellement démocratique, dans son fondement, mais quand même verticale, ou bien le contrat horizontal, l'interaction entre deux personnes qui se donnent la loi de... Donc, contrat comme loi des parties. Bien. Quel serait le troisième terme? Est-ce qu'on pourrait trouver un terme, un concept générique, c'est une vraie question sociologique, pour désigner ce que pourrait être la source de la loi ou du droit, si ce n'est ni le contrat, ni la loi, en ce sens, au sens où je viens de le dire. Alors, il y a des candidats. Par exemple, dans la théorie des systèmes, on dit l'organisation. Pourquoi pas? L'organisation. On peut admettre que l'organisation est un niveau d'émergence sociologique supérieur à l'interaction. L'interaction, c'est deux personnes qui discutent, on peut fonder le contrat dans l'interaction. Maintenant, l'organisation, c'est autre chose, c'est multipartite, et c'est une émergence qui n'appartient à aucune interaction, c'est un niveau de complexité supérieur. Donc on pourrait dire, pourquoi pas, l'Église est une organisation, l'entreprise est une organisation, le monde médiatique est fait d'organisation, les hôpitaux sont des organisations. Donc il y aurait un niveau d'organisation. Alors peut-être qu'il y a une contestation du mot organisation par le mot institution. Notamment chez les néo-institutionnalistes, on fait la distinction. On dit non, mais l'institution, c'est les règles du jeu. Mais enfin, c'est la même idée, si vous voulez, c'est l'idée que l'institution n'est pas réductible aux interactions comme telle. C'est un niveau de complexité plus grand. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? Mais peut-être faut-il renoncer aussi à tout concept générique. Peut-être. Si vous me posez, oui. Moi, ce que je dirais, c'est que dans une perspective sociologique ouverte ou désireuse d'observer empiriquement ce qui se passe, je serais d'accord. Dans une perspective de stratégie juridique, je dirais non. Okay. Il faudrait une raison juridique enfin ouverte à la diversité empirique des problèmes. Et l'instrument qu'elle a, c'est la structure, la summa divisio. Faisons avec, mais cessons d'en faire un instrument de réduction perpétuelle de l'empirique. Oui. Ça serait ça ma solution. Oui, mais moi, j'opterais pour organisation. Ah oui. Ouais. D'un point de vue sociologique, oui. Ok. Parce que je dirais que oui. Moi, j'optais plutôt pour institution. Oui, c'est vrai? Oui, à cause du côté... Parce qu'organisation, en sociologie, signifie qu'on se donne des objectifs très précis, qu'on a des systèmes de pouvoir, tout ça. Institution, c'est les règles du jeu. Donc, bon, mais on peut... Gramsci parle d'institution. Oui, Gramsci parle plutôt d'institution, effectivement. Organisation est un terme venu plus tard. Oui. Bon, voilà, mais on va peut-être en rester là. Merci beaucoup. Et moi, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour cette réplique qui est extrêmement claire, extrêmement pédagogique, qui rouvre encore de nouvelles questions et qui retombe sur une question qui nous a déjà pas mal occupé, qui est en effet cette espèce de question du tiers ou de la troisième catégorie, l'entre-deux. Enfin, donc ça c'est
On sent bien que c'est là qu'il faut chercher, qu'il faut creuser, et il y a encore beaucoup de choses à dire. Est-ce que vous souhaitez peut-être encore répliquer ou répondre à la réplique, ou on ouvre le débat directement au public? Moi, j'allais dire que, bon, j'ai pas eu le réflexe de les comparer parce que je suis admirative devant les deux et je prenais ce que j'aimais des deux. Je dirais que ce que vous avez dit à propos de Teubner, je dirais que ça serait plus vrai pour le jeune Teubner. Ah oui. Je dirais qu'il était au départ plus naïf. Moi aussi, quand je lis les écrits de 90, et cette façon que vous dites d'horizontaliser l'État, moi je trouve qu'il horizontalise le savoir juridique au mépris de son histoire d'instrument de gouvernance de l'État de droit. Ce n'est pas un savoir expérimental comme les autres. Il a un lien pas viscéral, mais structurel avec le politique. Et à partir de là, c'est ça que je trouvais qu'il faisait quand il était trop près de Luhmann. Oui. Mais moi, je veux remercier de m'avoir invité et de m'avoir permis d'entendre ceci. C'est la première fois que j'entends des liens avec Hegel et Gramsci. Et là, je me voyais déjà, si on faisait... j'ai plein d'amis hegeliens qui n'ont jamais pensé à Gramsci. Là, je me disais, quelle merveille. Et oui, ça me plaît beaucoup, cette hypothèse. Ça me convainc aussi. Alors, voilà. Merci beaucoup. François? Oui, je voulais vous remercier tous les deux pour vos interventions. Vraiment, je crois que c'est une séance du séminaire qui restera, en tout cas pour moi, dans la mémoire. C'était très clair et très sincère. Ça fait réfléchir. D'abord, Violaine, le coup de l'expérience, là, je trouve ça magnifique. Ça marchait, ça fonctionnait cette fois. Bon. Alors, je voulais simplement élaborer un tout petit peu là-dessus. Si, plutôt que deux poudres de perlimpinpin qui se mélangent et deviennent roses, on avait affaire à l'eau et de l'huile, je pense que, détrompez-moi, mais si on agitait le truc, les deux mélanges le mélange ne se ferait pas. Et c'est une assez bonne métaphore pour notre problématique publique-privée, avec, pour certains, il y a étanchéité entre les deux logiques, alors qu'ici autour de la table, on plaide tous pour montrer effectivement, comme tu l'as fait, l'interaction et le mélange. Et toujours à propos de la même expérience, ça m'a fait penser à un épisode de l'histoire politique grecque. Et c'est dommage que Sophie vienne de partir, parce que j'aurais fait appel à ses lumières. Sophie Clémis, qui est helléniste et philosophe. Le comble, c'est que j'en parle dans mon livre, À quoi sert le droit, mais j'ai oublié le nom du philosophe ou du politique grec. On lui demandait, sur Agora, Athènes, on lui demandait quelle est la recette d'une cité bien faite. Et c'était un peu la même expérience. Il mélangeait, selon une vieille recette athénienne, il mélangeait deux ingrédients. Et pour finir, ça faisait un mélange. Et il disait, mais le conflit géré, assumé, donc exprimé, traité et dépassé, mais voilà la recette d'une cité bien organisée. N'ayez pas peur de la division, du conflit, il est porteur de la norme. Donc le mélange est en soi fait. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire à propos de ça. Et puis à propos de l'intervention de Jean de Meunk, la question qu'il pose, touchant tout de suite au point central, c'est effectivement une question qu'on a posée ici plusieurs fois au cours des séances précédentes. Il faut absolument investiguer, si possible avec des mots nouveaux et sans être tributaire, aller à reculons, en quelque sorte, tributaire du vocabulaire public, privé des autres. Y a-t-il moyen de penser pour lui-même ce tiers secteur, en quelque sorte? Alors, tu proposes deux pistes, organisation, institution. Je vois la dualité assez typique que Michel Van Kerkhove et moi on avait essayé de penser à propos du jeu, des règles du jeu, c'est-à-dire le pôle instrumental et le pôle symbolique. Oui, c'est ça. Voilà, organisation, institution, je crois qu'on a les deux, je crois que c'est les deux. Et alors le hasard fait, je le disais à Jean juste avant de commencer la séance, que je suis en train de lire pour le moment, aujourd'hui, un livre dont il est un des principaux inspirateurs, qui date de 2005 et qui s'intitule « Avons-nous encore besoin du tiers ?» et qui discute ces questions mises sur la table aujourd'hui. Comment penser le collectif à l'heure de l'horizontalité? Et effectivement, je serais assez tenté de chercher du côté de ce tiers, qui n'est peut-être plus un tiers, un grand tiers personnalisé, mais au moins une fonction tierce, une place vide, mais quand même occupée par des mandats
électifs ou que sais-je, par des gens qui n'incarnent pas la loi, mais qui, s'ils l'incarnent, c'est provisoirement. Ben, il semble que c'est très fécond comme question, organisation, institution, tiers, et peut-être un dernier concept que je risquerais, c'est autotranscendance. On ne s'accommode plus d'une hétéronomie absolue, d'une transcendance imposée a priori, mais on voit bien que l'immanence ou la résidentalité absolue débouche sur le conflit insoluble, et donc je ne peux pas penser à être actuel, à baliser quelque chose, même si c'est un paradoxe, il a encore trouvé la lune, d'auto-transcendance. Cela vient de nous, mais on fait comme si ça venait d'ailleurs. Chose comme ça. Quelqu'un d'autre ou une réaction sur ce que François vient de dire? Vous avez écrit sur cette histoire d'autotranscendance? Le petit livre du Sinaï au champ de Mars, l'autre est le même au fondement du droit. Mais c'est seulement poser la question. Dans ce sens-là, en vous entendant, j'aurais aussi spontanément dit du côté de l'institution, on peut considérer que dans un certain nombre de cas, c'est le lieu, dans un certain nombre de cas, c'est le lieu tenu par le religieux. Si tu vois la pensée du religieux, par exemple, qui est celle de Debré, elle va de ce côté-là, qui est du côté originaire, qui n'est pas identifié à la loi ou à la norme, mais qui désigne d'une certaine façon l'arrière-fond à partir duquel une normativité quelconque est possible et ne se dissout pas dans une fabrication ou une négociation ou une domination. Mais voilà, c'est très fou parce que... Oui, le problème, je pense, c'est qu'on doit penser la diversification. Donc, il y a dans cette idée, enfin une idée très sociologique en fait. C'est que quand je suis devant effectivement un médecin, je n'ai pas une relation d'échange marchand. Et que donc la normativité qui se génère dans cet échange médical est d'un autre type que l'échange marchand. Même si, alors deuxièmement, je vais tout de suite relativiser, même si l'idée de constitutionnalisation de cette diversité suppose que quand même il y a des normes qui passent d'un secteur à l'autre. Et ces normes, ce sont les droits de l'homme. Donc par exemple, ça je trouve que c'est assez... Donc il faut tenir à la fois la diversification et des formes de passage de normes d'un secteur à l'autre. Tobner, il appelle ça la spécification, rendre spécifique. Mais on rend spécifique quelque chose qui est générique, justement. Donc, par exemple, enfin, l'idée très simple qu'on peut en donner, c'est, mais dans le domaine politique, la liberté d'expression, c'est grosso modo ce que c'est la liberté de manifester, c'est la liberté de s'exprimer, de fonder un parti, mais qu'est-ce que ça veut dire dans le domaine de la science? Ça veut dire la liberté académique. Donc la liberté académique, c'est une manière de spécifier par rapport à une activité précise d'enseignement et de recherche ce qu'est la liberté d'expression. Et la liberté d'expression change encore quand on transporte ça dans le domaine de la famille. Parce qu'alors il faut passer par les droits de l'enfant, etc. Donc il y a chaque fois au fond un travail de traduction qui se fait de normes un peu transversales, mais en même temps qui respectent les spécificités. C'est ça l'idée, je crois, de constitutionnalisation comme telle. Il faut tenir les deux, diversifier et unifier. J'ajouterais aussi, je pense, lorsqu'il faut tenir compte, ou qu'on essaie de référer à ce tiers, cette partie tiers, ce phénomène empirique-là, il y a quelque chose qui est complètement absent chez Teubner et qui est omniprésent chez Gramsci, c'est la référence à ce tabou qu'est l'asymétrie juridique. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'exercice d'autorité professionnelle, je me souviens qu'il y avait une théorie qui s'appelait de Timo Eraksinen, un théoricien de l'autorité,
et qui disait, au début, il y a l'autorité de facto, il suffit de... Bon, il y avait l'autorité professionnelle, c'est ma compétence, c'est inhérent à ma personne, et il y avait l'autorité normative, celle qui fait qu'à ma décision professionnelle va se greffer des effets sociaux que des parties privées n'ont pas le pouvoir de prévoir par contrat. Et sans cette dimension normative, quand un médecin, vous dites qu'il y a plus, mais le médecin, lorsqu'il prescrit quelque chose, tout le monde sait qu'il a le droit de prescrire des narcotiques, tout le monde sait qu'il peut donner accès à des régimes publics de protection sociale plus élevés. Il y a la société autour qui attache des effets important à cet exercice d'autorité. Ça crée une sorte d'asymétrie juridique que le droit privé ne veut pas voir parce que on dit non, quand on détermine les droits, c'est du côté du droit public. Quand un médecin dit à toi, tu n'as pas le droit d'être considéré comme malade, il y a tes droits à l'assurance sociale qui vont être brimés. Quand un médecin dit, toi, tu as droit, bon, etc., mais c'est vrai pour toute une série. Et cette dimension normative de l'autorité, ça fait partie d'un des tabous qui devrait être théorisé en droit absolument pour référer à cette particularité-là. Parce que ce n'est pas vrai pour toutes les institutions et organisations. Si je peux juste rebondir là-dessus, effectivement, moi, c'est quelque chose qui me taraude depuis un moment et qu'on peut retrouver. Je prends un auteur qui pourrait être mobilisé, enfin, moi, j'essaie de mobiliser dans mon petit champ de recherche qui est lié à la question de l'effet horizontal des droits fondamentaux, de la liberté de circulation, etc. C'est cet auteur Hoffeld, un théoricien du droit américain des années 20, à peu près, donc d'il y a un siècle, qui est un chimiste au départ et qui va essayer, dans 2 articles, qui ont été quand même assez utilisés et commentés après, de disséquer le terme de droit et enfin je ne vais pas rentrer dans le détail ici, en distinguant une série de corollaires, une série d'opposés, droit, obligation, vulnérabilité, immunité, etc. C'est un travail assez remarquable, alors qui a ses limites, mais quand même, et qui notamment distingue bien le droit du pouvoir. Et le pouvoir étant défini comme la capacité unilatérale de modifier la relation juridique, la situation juridique d'autrui. Oui. Et c'est effectivement ce à quoi vous faites référence. Et si on lit actuellement la jurisprudence la plus contemporaine vraiment de la Cour de justice de l'Union européenne, on voit que instinctivement, intuitivement, elle est guidée par ça. On voit qu'elle reconnaît exclusivement un effet direct horizontal, sans qu'elle l'ait théorisé, aux situations dans lesquelles, ou par rapport à des parties qui se trouvent dans une situation, disons, oblique, entre le vertical et l'horizontal, telles que les employés, qui peuvent unilatéralement modifier la situation juridique, le statut juridique d'une personne, peuvent lui refuser un congé, etc. Ou peuvent la licencier. Et dans ce cas-là, effectivement, on reconnaît une certaine horizontalité, parce qu'avec la notion de pouvoir vient la notion de responsabilité. Enfin, voilà. Mais donc, arriver à penser, pour des juristes, penser du pouvoir en dehors de l'État, en dehors du droit public, c'est ça l'enjeu. Bien sûr, bien sûr. Parce que là, on a fait une piste. Exactement. C'est ça l'enjeu crucial. Oui, pouvoir oblique, c'est très bien, c'est comme expression. Le pouvoir oblique. Le pouvoir oblique, oui. Ben, il y a... Une représentation spatiale. Voilà. Oui. Oui. Poser une question. Est-ce que l'idée de pouvoir oblique, comparée à Yves Dugon, pourrait être mise en résonance avec le concept de paradroit? Tout ce que vous me dites jusqu'à présent nous plonge dans un abîme de perplexité, donc ta question Bien fait. c'est total. Donc, je suis malheureusement arrivé en retard, donc je ne comptais pas intervenir. Voilà. Enfin, moi, je suis désolé d'avoir raté le début de votre exposé, parce que je cherche encore mon chemin. J'ai d'abord un problème à l'égard de votre conception de l'interdisciplinarité. Est-ce que vous n'êtes pas à la recherche d'une forme de transdisciplinarité où on ne sait plus tout à fait de quoi on parle? J'ai l'impression d'une navigation dans un univers qui ne permet plus, en tout cas aux juristes, de s'y retrouver. Alors, je veux bien qu'on le secoue, qu'on considère qu'il est prisonnier de cette tradition, incapable de penser en dehors de sa grille de lecture. Mais bon, comme j'ai été quand même biberonné au séminaire interdisciplinaire d'études juridiques, ce type de soupçon ne me parle pas trop.
Donc j'essaye en juriste de tirer de vos deux interventions des choses qui me permettraient personnellement de continuer à avancer dans ma compréhension, notamment de l'État. Ça me paraît évident que dans le concept de Gramsci, c'est trop englobant. Enfin, je veux dire, je ne peux pas penser le concept d'État en juriste de cette façon-là. Gramsci peut définir, c'est la liberté évidemment du philosophe de définir le concept d'État comme il le veut, mais le juriste ne sait rien faire avec ça. Chez Tollner, cette idée que l'État n'est jamais qu'un sous-système social parmi d'autres sous-systèmes sociaux, elle est évidemment stimulante parce qu'elle va à rebours du concept de souveraineté qui continue, qu'on le veuille ou non, à être accolé à la notion d'État. Je veux dire, il est radicalement impossible de penser l'État en droit sans réfléchir avec ce foutu concept de souveraineté, qui est éminemment problématique, qui est tout à fait paradoxal, qui est à la fois confirmé par toute une série de données qui résistent, qui sont résilientes, et infirmé, contesté radicalement par toute une série de données qui sont non moins contestables. Mais je crois que c'est cet usage paradoxal du concept de souveraineté qui permet encore de comprendre ce qu'est l'État et ce que devraient être ses missions dans le contexte néolibéral qui est le nôtre. Parce que j'entends très très bien que le troisième cas de figure que vous distinguez et que Jean approuve décrit partiellement la situation dans laquelle on se trouve. Pour moi, l'exemple le plus fort, le plus révoltant, finalement, c'est la façon dont l'Union européenne a conçu son union économique et monétaire, avec une banque centrale européenne totalement indépendante des États, et qui finit par un coup de force, résoudre sans la résoudre, la crise économico-financière dramatique des années 2008 et suivantes. Au fond, on n'a pas voulu d'une souveraineté monétaire, et donc on a institué une autorité indépendante des États, la Banque Centrale Européenne, qui, à un moment donné, doit poser un acte de souveraineté au sens le plus schmittien du terme, c'est-à-dire décider une fois pour toutes qu'on allait mettre un maximum d'argent sans limite pour racheter les titres de la dette sur le marché secondaire. Ça, c'est vraiment, alors là, pour le coup, une institution, prenons le terme d'institution, je le préfère évidemment comme juriste à celui d'organisation, qui ne dit pas grand-chose. Donc c'est une institution, donc au sens le plus conforme au droit positif du droit de l'Union européenne, la Banque Centrale Européenne, c'est une institution qui a été créée par les États, maîtres des traités, et en même temps, cette institution a été érigée dans une posture de totale indépendance par rapport à toute forme de souveraineté étatique. Et donc, évidemment, au service d'une vision néolibérale radicale de la société, une vision selon laquelle, précisément, les États doivent être dépossédés de leur souveraineté monétaire. Et donc, par rapport à cette situation, j'aurais envie, alors c'est un réflexe primaire, de juriste un peu primaire, mais de réarmer les États, tout simplement, de leur dire, vous vous êtes trompé de chemin, le chemin néolibéral qui vous a séduit, à un moment donné, sous la force de l'ordolibéralisme allemand, enfin on connaît l'histoire de l'Union économique et monétaire, vous vous êtes trompé, vous êtes quand même tout doucement en train de prendre conscience que vous vous êtes trompé. Les réactions populistes, les démocraties illibérales, tout ça fait quand même partie d'une réaction qui s'explique en partie par ce désarmement des États dans des prérogatives régaliennes élémentaires auxquelles ils n'auraient jamais dû renoncer. Donc là, je ne suis pas du tout dans l'appel au tiers. Donc j'entends toujours François et j'ai toujours une oreille vers ce que François raconte. Donc je cherche le tiers aussi, évidemment. Mais j'ai quand même parfois envie de dire, l'urgence n'est peut-être pas exclusivement de thématiser le tiers. Je vois très très bien les enjeux, évidemment. La société civile, qui n'est ni le marché ni l'État, doit trouver des instruments juridiques pour s'exprimer, mais en gros, on connaît ces instruments. Il y a le bouquin de Friedman sur la société civile et le droit. Enfin, il y a quand même toute une série de paramètres juridiques qui permettent quand même de définir en droit ce qu'est une société civile
concept qui n'est pas initialement un concept d'ordre juridique, mais on peut, je crois, à travers d'autres paramètres strictement juridiques, l'appréhender. Et donc c'est urgent, il faut le faire, mais je crois qu'il y a aussi une urgence à restaurer un concept classique qui est encore celui de l'État, qui est peut-être aussi celui de l'autorité. Je suis en train de parcourir avec intérêt plusieurs pages du livre de Erali, qui s'appelle Démocratie sans autorité, pour l'interrogation, Alain Erali, donc il faudrait l'inviter, c'est quand même intéressant le bonhomme. Il est très tendance gaucher, et donc vous connaissez tous les travaux de Marcel Gaucher, hein, c'est quand même alors on sait bien qu'il est souvent vu comme une espèce de vieux conservateur, et donc c'est pas sympa, mais enfin, rappeler l'importance du collectif, et l'insuffisance d'une démocratie pensée sans démos. Je suis aussi en train de lire, pardonnez-moi, vous m'avez donné la parole, je n'arrête plus maintenant, mais excusez-moi, comme je cherche mon chemin, je continue, vous m'arrêtez quand vous en avez marre. Mais donc, ce livre de Catherine Colliot-Télène, La démocratie sans démos, c'est quand même un livre profond. J'y pensais en vous écoutant tous les deux. C'est un livre qui me trouble, parce que ce dont elle prend tout à fait la mesure, c'est l'impossibilité de reconnaître comme tel des collectifs. Il n'y a que des individus porteurs de droits subjectifs. Et donc, le combat qu'il faut mener, selon Catherine Colliot-Télène, c'est soutenir les luttes transnationales pour des droits, lutte à mener par les sans-droits, par toutes les victimes de toutes les formes de marginalisation que l'on peut observer à tous les niveaux, en dessous de l'État, dans l'État, au-delà de l'État, au niveau transnational. Et donc, le summum de la démocratie, c'est la lutte pour de nouveaux droits subjectifs face à toutes les formes de pouvoir public et privé. Et donc la notion de pouvoir privé, ça aussi on la connaît, hein. Il y a le petit livre de Gaillard, la notion de pouvoir en droit privé, c'est un livre qui a été publié dans les années 1980, qui définit juridiquement comment on peut comprendre la notion de pouvoir en droit privé. Donc pas de problème pour moi, la notion de pouvoir peut être évidemment appréhendée et en droit public et en droit privé. Mais c'est cette idée d'une démocratie sans démos qui se réduit à un combat pour toujours plus de droits subjectifs, pour des individus confrontés à des pouvoirs qui les malmènent et qui contestent leur droit à l'égalité et à l'autonomie, ça me semble insuffisant. Et donc là, je ne peux pas m'empêcher de penser avec Gaucher, penser avec Alain Erali, penser à la nécessité impérieuse de reconstituer, je dirais, la crédibilité et l'importance vitale aujourd'hui pour nos démocraties de l'État en tant que pouvoir d'autodétermination, de collectifs qui ne sont pas appelés à disparaître. Alors bien évidemment, les nations et la notion d'État-nation est largement dépassée, mais pas totalement. Et donc tout est dans l'articulation entre ces puissances étatiques qui ne sont plus du tout les puissances étatiques souveraines du passé, mais qui n'en restent pas moins des médiations incontournables. Et pour penser à la démocratie européenne, même chose. Moi, je suis furieux en lisant cette Catherine Colliot-Télène qui prétend s'inspirer des travaux de Armin von Bogdandy, qui est lui-même la source d'inspiration de Habermas. Et donc, elle cite un texte de ce Armin von Bogdandy en le déformant complètement. Armin von Bogdandy examine ce qu'il y a de démocratique dans l'Union européenne. Et donc, ce sont les grands principes, participation, motivation, droit de la défense, transparence, accès à la documentation, etc. Mais von Bogdandy dit bien, ce sont les articles 9 à 11 du traité sur l'Union européenne, qui présentent l'Union européenne comme précisément soucieuse de respecter des principes démocratiques. Et ce que von Bogdandy dit, c'est que précisément ce n'est un chemin fécond pour penser une démocratie au-delà des États que dans la mesure où, dans le même article 9 du TUE, il y a bien l'idée que
ce qui justifie démocratiquement l'Union européenne, ce ne sont pas seulement les droits des citoyens, ce n'est pas seulement le Parlement européen, ce n'est pas seulement l'élection du Parlement européen, c'est aussi le fait qu'au Conseil de l'Union et au Conseil européen, il y a des représentants des États. Donc il faut penser avec l'État et pas contre l'État. Merci. Alors, Jean m'a signalé qu'il devait impérativement partir à 14h30 parce qu'il doit donner cours, et donc on a déjà un petit peu dépassé. Donc Excusez-moi. Non, c'est pas du tout un reproche, mais c'est pour voilà, donc libre de partir, mais en effet les impératifs de cours. Un tout petit mot, je dirais simplement, il y a tiers et tiers, et ça paraît aussi très bien dans le livre dont je recommande la lecture, avons-nous encore besoin d'un tiers. On parle ici de tiers à deux niveaux, que l'État soit la super institution qu'il faut repenser, je pense volontiers, je suis entièrement d'accord. Mais on recherche aussi le tiers de l'État. Le droit est inséré à une fonction tierce ou une place tierce qu'il ne peut pas prétendre occuper. En tant que tiers empirique, oui, mais pas en tant que tiers logique, comme dirait les autres. Voilà, quand je fais appel au tiers régulièrement, c'est à ces deux niveaux. Je peux penser le tiers du contrat ou le tiers secteur, des petits tiers en